Bienvenue à cette causerie de l'UB Open Factory. On est sur la deuxième causerie dans le cadre du projet CIRCI avec la Côte d'Ivoire à Abidjan. Et donc l'objectif de ces causeries, c'est bien d'inspirer donc c'est les apprenants là du PSF CIRCI 2025 sur à partir de projets, de réflexions qu'on a pu mener nous à l'UB Open Factory. Donc la première causerie présentait un peu ce que c'était que l'UB Open Factory, donc ce laboratoire d'innovation au sein d'une université. Cette deuxième causerie, en fait, elle vous est présentée par Julia Fougère, donc qui est ma collègue avec qui je conçois beaucoup de formations. Et elle va vous parler plus de comment, effectivement, la question du processus, en fait, est parfois tout aussi important que le résultat. Et donc, qu'est-ce qui peut se passer pendant ce temps-là? Et je pense que Yves va peut-être vous en a parlé un petit peu aussi. Comment, dans l'innovation, en fin de compte, la notion de processus a aussi beaucoup de richesses et de choses à apporter, tout autant que le résultat. Si c'est Merci, bon pour tout le monde, Sarah. bah, je te laisse la main, Julia. Merci beaucoup, Sarah. Alors, je vais... Vous voyez bien mon écran? C'est bon? Ok. Et ben, du coup, c'est parti. Effectivement, je m'appelle Julia Fougère, je travaille à l'Open Factory depuis 4 ans avec les collègues, certains des collègues qui sont là, qui aussi sont présents pour la première fois de mon accouchement de tout ce qu'on a un peu généré là depuis ces dernières années. Cette causerie, c'est vraiment une invitation à repenser notre rapport au projet et à éclairer et valoriser peut-être d'autres dimensions que les résultats finaux du projet. J'aurais pas le temps d'être très exhaustive, de tout aller tout explorer. Mon intention, c'est d'abord de proposer de la matière à réfléchir pour qu'on questionne ensemble les manières de penser et de conduire nos projets. Et peut-être en préambule, j'ai conscience que mon discours, il peut être situé culturellement par rapport à mon expérience du monde. Et je suis ouverte à être interpellée s'il y a des choses que j'énonce qui sont moins universelles que ce que je laisse entendre et que ça vous parle pas du tout ou que vous avez d'autres regards dessus. N'hésitez pas, ou en tout cas dans les questions, qu'on puisse échanger là-dessus. Hop. Et du coup, on l'a appelé le projet comme processus et comme finalité. C'était vraiment la première idée. Enfin, je pense qu'il va falloir le retravailler. Et n'hésitez pas si vous avez d'autres idées de titres après là-dessus. Donc, avant d'aller sur le processus, je voulais prendre le temps pour se poser sur la notion de projet et comment on pouvait favoriser les impacts positifs déjà dans les projets qu'on réalise. Donc, plutôt, voilà, le projet comme finalité. Et de revenir sur un peu l'idée du projet. Donc, il y a une définition qui a été donnée par Boutinet 2012, quelqu'un qui a pensé le projet. Il dit, c'est dire que tout projet, à travers l'identification d'un futur souhaité et des moyens propres à le faire advenir, se fixe un certain horizon temporel à l'intérieur duquel il évolue. Nous le définirons donc comme une anticipation opératoire, individuelle ou collective d'un avenir désiré. Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que l'idée du projet, c'est vraiment d'inventer une nouvelle réalité, de transformer l'existant en se donnant un espace, une méthodologie, des outils et des moyens matériels et humains pour le faire. Et donc le projet, c'est à la fois ce qui sera réalisé et le processus de réalisation. Je ne sais pas si vous avez déjà fait la réflexion qu'il n'y a pas de mots pour dire on parle d'un projet quand on le projette, mais une fois qu'il est réalisé, on dit toujours un projet alors qu'il est déjà passé. C'est un peu confondu dans le terme de projet. L'intention, du coup, c'est de faire advenir une représentation du monde qu'on considère meilleure. Et il n'y a pas de projet sans transformation du monde, tel qu'il est, ou tel qu'on anticipe qu'il sera, le monde. C'est un peu conceptuel au début. Après, ça descend. Euh, donc voilà. Donc concevoir un projet, ça dépend de notre capacité à se projeter dans un monde différent que l'on souhaite faire advenir dans un futur qui sera plus ou moins proche. Donc là, je vous ai représenté, on est ici, hop, on va dans le futur et notre projet, il est par là. Et donc il arrivera dans le futur. Et on peut concevoir notre projet depuis ce qu'on sait de maintenant ou bien ce qu'on pense que le monde de demain sera fait si on continue dans la même direction. Et donc, il y a un outil pour ça qui s'appelle le cône des possibles, qui permet de voir, en fait, quand on est ici, on projette, donc on projette vers le futur, et qu'est-ce qu'on s'autorise à penser. Et donc voilà, donc si on prend les mêmes ingrédients et qu'on va tout droit, on va dans le futur probable, dans la même direction. Mais on peut aussi concevoir le projet pour tendre vers un futur préférable, qui n'est pas toujours celui vers la direction dans laquelle on se dirige, et qui ne chevauche pas forcément le probable, voire qui nécessite une importante ouverture d'esprit pour l'imaginer et beaucoup de créativité pour imaginer comment le faire advenir. Et c'est là où certaines personnes diront c'est impossible, c'est irréaliste. En réalité, dans les limites de notre monde, on peut le faire. Juste, est-ce qu'on a la capacité d'imaginer que ça puisse être différent? C'est pas donné à tout le monde. Et je pense que c'est ce que vous traversez aussi dans le programme cette semaine, enfin ces derniers jours. Et par exemple, bah, il y a les objectifs de développement durable de l'ONU qui indiquent une direction d'un futur préférable selon l'ONU. Donc là, il y a les 17 ODD, pas de pauvreté, faim zéro, bonne santé, bien-être, enfin voilà, il y en a 17.
Et au-delà des critiques qu'on peut faire aux moyens donnés pour atteindre ces objectifs de l'ONU et tout ça, c'est intéressant d'observer qu'il faut un certain optimisme pour penser le monde différemment, un monde différent de comment on le connaît actuellement, et qu'un ensemble de pays a réussi à se mettre d'accord sur un futur optimiste et de se dire c'est vers ça qu'on tend. Et donc, quand on pense un projet, on va généralement viser un nombre restreint d'objectifs, par exemple un, deux ou trois ODD si on reprend les ODD, mais, ou des objectifs généraux. Mais notre projet, il aura probablement de l'impact sur d'autres dimensions. Et ici, je vous partage un outil qui est développé par l'AFD, qui est l'Agence française pour le développement, que nous, on mobilise pas mal à l'Open Factory, pour évaluer dans quelle mesure la solution qui est choisie, elle va répondre aux intentions que l'on a à la base, mais aussi qu'on se demander comment elle va impacter les autres dimensions. Donc se dire bah, comment ça impacte la biodiversité, l'économie, le social, l'impact carbone. Et quand on regarde la finalité du projet, pour faire plus de bien que de mal, on peut aussi prendre un temps pour anticiper les risques négatifs, pour les minimiser et pour les compenser, et anticiper aussi les effets rebonds potentiels. Par exemple, un effet rebond, ça peut être, enfin, c'est la perte des effets positifs par des effets indirects qui seraient négatifs, enfin directs ou indirects qui seraient négatifs. Par exemple, si vous aménagez un lieu dans un quartier pour améliorer les conditions de vie des habitants, et finalement ça fait monter le coût de la vie et ça fait fuir les habitants qui habitaient là parce qu'ils n'ont plus les moyens d'être là où ils sont. En fait, eux, ils vont pas en profiter et du coup, c'est un effet rebond enfin, qu'on peut qualifier d'effet rebond négatif pour le mettre dans quelque chose de social. Donc voilà. Donc pour maximiser les impacts positifs du projet, nous, on va plutôt essayer de voir bah, quels impacts il y a et qu'on n'aurait pas pensé parce qu'on est très focalisé sur notre objectif, celui qu'on vise, mais peut-être qu'il y en a d'autres, et de voir comment on les minimise, comment on les régule, comment on compense, quelle stratégie on fait, ou alors comment on dit bah finalement non, on veut pas, on supporte pas l'idée que ça impacte négativement comme ça, et donc on annule le projet ou on fait très différemment. Voilà pour ça. Peut-être que je vais tenir les 20 minutes finalement, on verra. Et donc, sur la partie processus, j'ai rencontré quelqu'un récemment qui gère des projets, des équipes, et qui m'a confié qu'il prenait du plaisir uniquement lorsque le projet il est réalisé. Et j'ai trouvé ça extrêmement triste. Je me dis, mais vous imaginez un projet qui dure 2 ans, t'attends 2 ans avant d'avoir du plaisir, quoi. Enfin, c'est fou. J'imagine qu'il prend du plaisir à des petits endroits avant, mais quand même, quoi. Et donc voilà. Donc là, l'idée, c'est de se dire, et si gérer un projet, ça n'était pas seulement travailler sans plaisir ni résultat avant le déploiement du projet, mais du coup, qu'est-ce qu'on peut cultiver et comment donner de la valeur au développement du projet? Et même pourquoi pas, et si le projet c'était un prétexte pour permettre des transformations profondes pendant, et qu'au final c'était juste le prétexte, quoi. Mais là ça devient un peu Inception parce que du coup le processus ça devient le projet. Donc voilà, donc on va rester là-dessus. Mais du coup voilà, l'idée c'est d'amener de la réflexion sur qu'est-ce qu'on cultive et à quoi on donne de la valeur qui a lieu pendant le projet, qui est tout aussi valable et tout aussi bénéfique que éventuellement le projet. Donc, slide suivante. Les impacts, on les perçoit très facilement du coup grâce au déploiement du projet. Et donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde les impacts qu'on peut avoir pendant le développement du projet, ce qui est ici, à travers ce qu'une personne qui gère un projet a principalement à gérer. Donc là, la méthodologie, on s'axe plutôt là-dessus, et l'équipe projet. Il y a aussi d'autres aspects, les achats, les déplacements qui sont liés au développement du projet, mais je vais laisser de côté ces dimensions-là, les dimensions de consommation nécessaires au développement du projet, mais elles sont aussi à regarder, peut-être même avec la grille AFD que je nommais précédemment. Mais voilà, là, ça va être plutôt méthodologie et équipe projet. Tadam! Et donc, qu'est-ce qu'on peut regarder et cultiver dans sa gestion de projet pour des transformations qui seraient profondes et fertiles? Et au niveau de la méthodologie, bah, nous, on peut en adopter une qui favorise, par exemple, le droit à l'erreur, qui cultive la créativité, l'empathie, l'humilité, l'exploration et la compréhension profonde d'un sujet avant de chercher des solutions. Et par exemple, le double diamant, vous l'avez un peu expérimenté ces derniers temps. Il y en a d'autres, bien sûr, mais c'est celle, nous, qu'on utilise beaucoup, en tout cas à l'Open Factory, pour exactement les raisons que je viens de citer. Ça permet vraiment d'aller naviguer dans des différentes postures et de se familiariser avec c'est quoi être humble, c'est quoi avoir de l'empathie, c'est quoi, voilà, si on est plus ou moins familier. Et donc, au niveau de l'équipe projet, donc je ne vais pas revenir dessus, vous l'avez en plus beaucoup vu ces derniers temps. Mais du coup, voilà, je vous invite à le regarder aussi au prisme de, tiens, ça amène aussi beaucoup de transformations profondes, ça amène éventuellement aussi à déconstruire ce qu'on pensait qui était vrai, parce qu'on a une exploration du sujet qui nous fait voir complètement d'autres choses que ce qu'on savait du sujet, quoi, pour aller vers des choses créatives. Et au niveau de l'équipe projet, ça serait en l'accompagnant, donc dans l'idée d'avoir des transformations profondes et fertiles, ça serait en l'accompagnant à évoluer tout au long du processus
Et ici, je vais vous proposer des manières de faire qu'on a expérimentées à l'Open Factory. Et encore une fois, c'est pas du tout exhaustif, c'est vraiment nous ce qu'on a expérimenté. Et donc, au niveau individuel ou au niveau des membres de l'équipe, il y a accompagner à monter en compétences. Et là, je vous présenterai juste après les Inner Development Goals, notamment, assez rapidement, mais pour donner des petites bribes. Il y a aussi accompagner à identifier ses tendances et ses besoins dans le travail collaboratif. Et si déjà, enfin nous, ce qu'on se dit, si déjà on arrive à faire ça, mais c'est énorme que les gens repartent avec ça. Ils savent se situer et le travail collaboratif, c'est plus quelque chose de complètement désagréable et ils ont de l'enthousiasme à le faire. Et au niveau individuel, bah, j'ai noté nourrir la motivation enfin, et l'enthousiasme. Et puis au niveau collectif, au niveau de l'équipe, ça pourrait être permettre l'expression de l'intelligence collective et de la créativité. Choisir des modes de prise de décision qui enthousiasment et accompagner l'évolution en maturité du groupe. Et ça, on ne le pense pas beaucoup non plus, de se dire comment, quand on accueille le groupe, finalement, il y aura, c'est un processus et il n'est pas mature comme il le sera à la fin du projet. Et comment on accompagne cette évolution, cette maturation du groupe pour qu'il y ait quelque chose justement de très fertile, que ce soit dans la dynamique de groupe, dans les échanges, dans la qualité des échanges, et que ce soit dans le processus qui mène à quelque chose d'intelligence collective. Voilà là-dessus. Je voulais faire un zoom sur l'accompagnement à la montée en compétences parce que c'est mon dada. Et fallait faire des choix. Et je voulais visibiliser ici les différents types de compétences qu'on peut nourrir et notamment l'axe compétences personnelles et interpersonnelles. Souvent, on va voir, OK, il y a les compétences gestion de projet, il y a les compétences techniques et compétences bah, personnelles et interpersonnelles. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais en tout cas, c'est les trois grands axes que je vois et que voir dans quelle mesure on nourrit de manière équilibrée les différents axes selon ce qui est bénéfique pour le projet et les impacts qu'on veut avoir. Et donc, pour voir ce qui peut se cacher derrière cet axe, à l'Open Factory, on a adopté ces dernières années, enfin ces dernières années, le cadre des Inner Development Goals, donc des objectifs de développement intérieur. Pour nous, c'est un outil qui est assez simple, mais qui est puissant pour cibler ce qu'on veut que les personnes qu'on accompagne développent. Et le cadre des Inner Development Goals, qu'on dit aussi IDG, c'était un peu dans le titre par endroit, il représente 5 dimensions, donc vous pouvez voir être, penser, interagir, collaborer, agir, et 23 compétences et qualités qui sont nécessaires à développer pour être capable d'atteindre des objectifs aussi ambitieux que les objectifs de développement durable, mais aussi de le faire depuis le bon endroit et de la bonne manière. Et si on regarde pas ça, en fait, on peut se dire que c'est OK de monter un projet pour la santé et le bien-être, donc qui est un des objectifs de développement durable, avec une équipe projet dont les membres ne savent pas prendre soin d'eux-mêmes et de leurs interactions, en fait. Et du coup, si on n'a que le focus, l'objectif, c'est un projet bien-être pour d'autres gens, bah, on va pas se dire, bah, tiens, ça peut être aussi un objectif pour nous-mêmes et comment on cultive ça. Et donc, voilà, c'est l'idée de regarder qu'est-ce qu'on veut que l'équipe développe dans ses compétences, qu'on va dire personnelles, interpersonnelles, mais c'est assez vaste finalement. Je vais pas aller dans le détail de chaque sous-catégorie, mais il y a, du coup, je vous ai mis le site et si vous voulez creuser, il y a en plusieurs langues et ça développe vraiment ce qui se cache derrière chacun des aspects, quoi. Mais c'est assez, pour le coup, assez en global, quoi. Voilà. Et puis, bah, pour conclure, l'objet de ma présentation, et finalement je vais faire 20 minutes, c'était de proposer une défocalisation sur ce à quoi on attribue de la valeur quand on gère un projet, ce qui peut être rendu visible par le choix et la mesure d'indicateurs de réussite qui mettent en avant les transformations fertiles que le projet permet pendant tout son processus. Donc, qu'est-ce que le projet peut permettre de transformer fertilement et comment on va se dire que c'est ça nos indicateurs aussi, comment on les définit du coup et on mesure ça au même titre que les indicateurs finaux. Et donc d'un projet un peu linéaire, il y a le projet et on aveugle tout le processus et il y a le résultat. On a finalement un objet qui est vraiment multidimensionnel. Et donc on peut regarder au niveau de l'équipe qui est impliquée sur le projet, les compétences développées, mesurer l'enthousiasme peut-être plus quotidiennement que juste à la fin, voir comment la culture de l'intelligence collective et de la créativité s'est développée et s'est diffusée dans les pratiques. Donc ça, c'est déjà ce que je disais, bah, une mesure, enfin un indicateur de réussite vraiment chouette aussi à valoriser. On peut regarder au niveau du système. Donc là, par exemple, bah, à l'échelle de l'université, à l'échelle des différents laboratoires, enfin à l'échelle du système sur lequel vous agissez, les connexions que le projet a permis de créer, la diffusion de la culture de l'itération, du droit à l'erreur, par exemple. Voir la déconstruction de mécanismes qui peuvent être malsains pour proposer peut-être des modèles plus sains, soit d'interaction, soit de manière de faire. Et ça, c'est très profond aussi.
Et puis, on peut regarder au niveau du territoire comment le projet, avant son déploiement, a pu servir, donc avant son déploiement, pendant le développement, a pu servir, par exemple, d'inspiration pour les autres acteurs du territoire, de permettre l'implication citoyenne sur des sujets sur lesquels bah, les personnes, peut-être que sur les sujets de recherche qu'on porte, enfin, à la base, ils se sentent pas trop impliqués, et finalement, il y a une implication citoyenne et ça crée une autre posture. Comment on prend soin des vivants humains, des vivants non humains, de toute génération, etc. La création d'opportunités socio-économiques éventuellement, le tissage des liens, l'attractivité du territoire et la diffusion d'une culture du partage et de l'open source. Et donc déjà ça, et c'est pas du tout exhaustif non plus, c'est juste que là ce que j'avais en tête en produisant ça, c'est à vous de voir en fait quels indicateurs de réussite du projet vous pouvez avoir pendant le projet, quelle valeur, qu'est-ce que vous voulez diffuser qui serait hyper important pendant tout le projet quoi. Voilà pour ça. Et nous, j'ai l'impression que, enfin, en tout cas, moi, c'est un peu vers ça que j'essaye de tendre dans les projets. Voilà. Et après, ça pose la question de quels moyens on se donne pour atteindre ça aussi. Voilà, merci à vous pour votre attention. Et j'aimais bien cette petite citation qui dit, le savant n'est pas celui qui fournit les vraies réponses, c'est celui qui pose les vraies questions. Peut-être d'aller chercher d'abord vraiment les questions, déconstruire et se poser les questions avant de vouloir fournir très vite la réponse, la solution. Et voilà, c'est tout un chemin. Merci beaucoup à vous.